Ne fais pas de ton chagrin notre fardeau, Élise. Nous ne t'avons pas dit d'épouser un homme qui monterait à cheval au lieu de se construire une vraie carrière. C'était la voix de ma mère. Aiguë, froide, du genre à couper plus profondément que des couteaux. Mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. Il a marmonné, la vie est dure. Tu t'en sortiras. Tout le monde s'en sort. Bonjour à tous. Je m'appelle Élise Renaud. Et si vous m'écoutez, sachez ceci, mon histoire ne raconte pas ma chute. Elle raconte comment j'ai rampé, saigné, puis construit quelque chose de si haut que ceux qui m'avaient laissé derrière ne pouvaient que s'étouffer avec la poussière de mon ascension. J'avais 28 ans quand Louis, mon mari, mon ancre, a disparu en un clin d'œil. Une tempête, un cheval, une chute, puis le silence. Ce silence s'est étiré en nuit où mes jumeaux pleuraient jusqu'à ce que leur voix se brise, et je leur chuchotais des berceuses à travers des larmes dont ils ne se souviendraient jamais. J'ai demandé de l'aide à mes parents. Une sieste, un repas, un trajet en voiture. Ce que j'ai reçu, ce fut de la moquerie, un sermon sur mes mauvais choix, la suggestion que je devrais peut-être confier un des jumeaux à la famille de Louis pour un temps, afin d'alléger ma charge. Ils ont ri. Mon corps s'est glacé. Mon cœur, non. Alors, j'ai fait un sac à dos, du lait maternisé, des couches et un chauffe-biberon qui faisait des étincelles quand je le branchais. J'ai serré Léo contre ma poitrine, attaché Juliette dans son porte-bébé et j'ai quitté la maison où j'avais cru autrefois que l'amour inconditionnel vivait. Le vent dehors était froid, mais il était honnête. La portière de ma voiture a grincé quand je l'ai ouverte, et sur le siège passager se trouvait un dépliant des parents de Louis. Dîner au haras. Sans pression, juste en famille. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Derrière moi, la lumière du porche de mes parents a vacillé, et pendant un instant, j'ai cru voir la silhouette de ma mère à la fenêtre, observant, sans ciller. Mais elle n'a pas ouvert la porte. Elle ne m'a pas rappelé. Alors j'ai conduit, les phares fendant l'obscurité, les bébés respirant doucement contre moi, le monde se réduisant à une seule route de gravier qui menait au haras de Valfleury. Et pendant ce trajet, à chaque kilomètre qui m'éloignait du rejet, j'ai senti quelque chose changer. Le plus faible murmure d'une force naissante, aussi régulière que des battements de sabots dans la nuit. Le haras de Valfleury n'avait pas l'air d'être le salut. Il ressemblait à du bois usé par le temps et à des champs trop vastes pour que mes yeux puissent les contenir. Mais alors que je me garais, la lumière du porche brillait d'une lueur chaude dans la nuit, stable, comme si elle n'avait attendu que moi. Martine, la mère de Louis, a ouvert la porte avant même que je ne frappe. Ses mains tremblaient en voyant les jumeaux, mais sa voix était ferme. Entre, Élise. Il fait froid dehors. Michel, son mari, a retiré le sac allongé de mon épaule comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Pas de questions, pas de jugement, juste une place à l'intérieur. L'air sentait le foin, la cannelle et quelque chose de plus doux, comme un sentiment d'appartenance. La table de la cuisine était mise pour 3, pas pour 2. Une chaise haute était nichée contre le comptoir. Ma gorge s'est serrée. Il s'était préparé comme s'il savait que je viendrais, même si moi-même je ne le savais pas. Je m'attendais à de la pitié, mais ce que j'ai trouvé, c'était un plan. Un tableau blanc était appuyé contre le réfrigérateur. Dessus, de l'écriture soignée de Michel, service biberon, Mich, 2 heures du matin. Lessive, Martine, matin. Surveillance sieste, les 2. Je suis resté sans voix. Martine a touché mon bras, ses yeux remplis de larmes mais sans déborder. Tu n'es pas seul. Pas ici. Je voulais protester, lui rappeler que je n'étais pas son enfant, que ce n'était pas sa responsabilité. Mais Léo a gémi, et avant que je puisse bouger, Michel le berçait déjà doucement, fredonnant à voix basse comme si la terre elle-même lui avait prêté sa voix. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'accident de Louis, j'ai dormi 3 heures d'affilée. Je me suis réveillé au son du fredonnement de Martine, Juliette blottie dans ses bras, un biberon à moitié vide. Elle m'a regardé et a dit, il aurait voulu que nous soyons fortes ensemble. Le haras craquait de deuil alors que le soleil perçait à travers les stores, peignant la pièce d'un or silencieux. J'ai pressé ma main contre le mur en bois et me suis murmuré, c'est ici que les cendres commencent à se transformer en feu. Parce que la trahison m'avait vidé de l'intérieur. Mais ici, dans la maison dont mes parents se moquaient, j'ai senti les premiers frémissements de quelque chose qu'ils ne m'avaient jamais donné, une famille unie non par le sang, mais par le choix. Et j'ai juré sous ce soleil levant que je ferais de cet endroit plus qu'un refuge. J'en ferai un empire.
Les premières semaines au Haras furent difficiles. Non pas parce que Martine et Michel ne me soutenaient pas, ils le faisaient, mais parce que le chagrin est un parasite. Il rongeait mon énergie, me chuchotait des doutes à l'oreille et me faisait me demander si je serais un jour plus que la veuve avec des jumeaux qui s'appuyaient trop lourdement sur les autres. Pourtant, chaque aube, je me levais. Les jumeaux attachés contre moi, je nourrissais les chevaux avec Michel. Leur corps massif exhalait une haleine chaude dans l'air froid, la vapeur s'enroulant comme des fantômes de prière. Je n'avais jamais travaillé avec des animaux auparavant, mais Louis les avait aimés. Sa selle était toujours suspendue dans la sellerie, le cuir craquelait mais solide. Je l'ai touché un matin, et le bois sous mes pieds semblait être un vœu. Ne vois pas ça comme des corvées, me dit Michel. Pense que tu reconstruis des muscles dont tu ignorais l'existence. Ces mots ne concernaient pas seulement les bottes de foin et les brides. Je le savais. Martine, pendant ce temps, est devenue mon ancre dans la maison. Elle m'a appris à cuisiner en grande quantité, à maintenir un rythme pour les jumeaux. Elle a cousu de minuscules étiquettes avec leur nom sur leur couverture, celle de Juliette avec un fil violet doux, celle de Léo avec un bleu constant. Même dans le chaos, disait-elle, ils sauront où est leur place. Les nuits étaient les plus dures. Quand les jumeaux dormaient enfin, je m'asseyais sur le porche, fixant les champs argentés par le clair de lune. Les paroles de mes parents résonnaient, ne fais pas de ton chagrin notre problème, encore et encore. Et j'ai réalisé que leur refus n'était pas seulement de la négligence, c'était du rejet. Ils avaient choisi de m'exiler de l'idée même de famille, et cet exil est devenu mon carburant. J'ai commencé à lire tout ce que je pouvais sur la gestion d'un haras, l'élevage, le dressage de chevaux. Michel m'a laissé le suivre partout, et bientôt, je cataloguais les dépenses, proposais des idées et suggérais des améliorations. Quand Martine riait de mes feuilles de calcul, ce n'était pas par moquerie, c'était par fierté. « Élise, dit-elle un soir, sa main sur la mienne. Tu ne survis plus. Tu construis. » Cette nuit-là, j'ai embrassé le front de mes jumeaux, chuchotant une promesse dans les boucles au-dessus de leurs oreilles. Un jour, vous courez dans ces champs, non pas comme des orphelins, non pas comme des fardeaux, mais comme le témoignage de quelque chose de plus fort que le sang, de quelque chose que nous avons bâti ensemble. Le feu en moi n'était pas encore stable, mais il était là. Et à chaque lever de soleil, il devenait plus brillant. Parce que ce que mes parents avaient abandonné, je le transformerais en royaume. Et un jour, quand il reviendrait frapper à la porte, je serais prête. Les années qui suivirent m'aiguisèrent. Ce qui avait commencé comme de la survie se transforma en ambition. Au moment où les jumeaux eurent 5 ans, le haras avait doublé son troupeau. À 8 ans, nous fournissions des pur-sang à des écuries de course dans 3 régions. Chaque contrat, chaque poignée de main, chaque nuit blanche s'empilait comme des briques contre le mur de la trahison que mes parents m'avaient laissé. J'ai appris à monter à cheval, non seulement comme Louis le faisait autrefois, de manière sauvage et libre, mais en tant que stratège. J'ai étudié les lignées, appris le langage de la vitesse et de l'endurance, et murmuré des promesses aux oreilles des juments portant l'avenir. Je n'étais plus la veuve qui avait trouvé refuge par hasard. Je devenais l'architecte de quelque chose de bien plus grand. Les jumeaux s'épanouirent sous l'amour de Martine et Michel. Juliette devint intrépide, grimpant aux clôtures pieds nus, ses cheveux volant comme une bannière de rébellion. Léo, plus calme, passait des heures avec Michel, dessinant des chevaux avec une précision déconcertante. Ils ne faisaient pas que vivre ici, ils appartenaient à cet endroit. Et pas une seule fois Martine ou Michel ne les traitèrent comme des fardeaux. Ils étaient des petits-enfants à tous les égards qui comptaient. Mais le succès est bruyant. Il résonne bien au-delà des clôtures que l'on construit. Et les murmures de notre empire grandissant parvinrent aux oreilles des personnes qui avaient autrefois fermé leurs portes. Un après-midi, alors que je signais les papiers finalisant un nouveau partenariat avec un éleveur de Normandie, je reçus une lettre. L'écriture était sans équivoque, celle de ma mère. Les mots à l'intérieur, cependant, étaient ceux d'une étrangère. « Élise, cela fait trop longtemps. Nous avons entendu parler de ton succès. Ton père et moi adorerions te rendre visite, renouer les liens. La famille devrait être ensemble, après tout. » La famille ? Le mot tourna allègre sur la page. Je l'ai lu une fois, puis une autre, jusqu'à ce que l'encre se brouille sous ma poigne qui se resserrait. Mes parents n'avaient pas demandé de nouvelles des jumeaux, ne s'étaient pas excusés, n'avaient pas reconnu les années de silence. Ils avaient vu les gros titres, une veuve locale transforme un haras en une entreprise de plusieurs millions d'euros, et avaient senti le profit. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré.
Je n'ai pas ragé. J'ai simplement plié la lettre, les placé dans le tiroir à côté de la vieille selle de Louis, et les fermé à clé. Parce que je savais que le jour où il mettrait les pieds sur ce haras, je leur ferais un cadeau si tranchant qu'il couperait l'air lui-même. Et j'attendrai, patiente comme les chevaux broutants sous la lune argentée, que ce moment arrive. Au 12e anniversaire des jumeaux, le haras n'était plus seulement une terre avec des chevaux. C'était un empire. Nous nous étions développés dans des programmes d'élevage, des écuries d'entraînement, et même une ligne d'équipement équestre portant le blason de Val-Fleury. Les investisseurs appelaient. Les journalistes écrivaient. Et quand l'encre des contrats sécha, les chiffres avaient atteint un niveau presque surréaliste, 90 millions d'euros. Je me souviens être assise à la longue table en chêne, les papiers étalés devant moi, Michel à mes côtés, Martine me serrant la main. L'avocat souriait comme s'il s'agissait d'une simple transaction, mais je sentais la présence de Louis dans le poids du stylo, dans la force de la signature. Ce n'était pas de la chance. C'était du sang, de la sueur, et les cendres que j'avais refusé d'avaler. Cette semaine-là, comme s'ils avaient été convoqués par l'odeur de la fortune, mes parents arrivèrent. Leur voiture, lustrée et suffisante, franchit les grilles comme s'ils ne m'avaient jamais abandonné. Je les observais depuis le porche, le cœur calme, mes enfants à mes côtés. Les bras de Juliette étaient croisés sur sa poitrine. Les yeux de Léo étaient plissés. Il n'avait jamais connu mes parents en tant que grands-parents, seulement en tant que fantômes. Ma mère sortit la première, son parfum assez épais pour étrangler le vent. « Élise » s'exclama-t-elle, ouvrant les bras comme si la distance et le temps pouvaient être effacés par de la théâtralité. Mon père suivit plus lentement, ses yeux calculant déjà la propriété, les granges, les clôtures. Je vis dans son regard la faim, non pas pour la famille, mais pour la possession. Je ne bougeais pas pour les étreindre. À la place, je dis, d'une voix calme et froide, vous êtes venus. Ils s'assirent à notre table ce soir-là, leur voix mielleuse, leurs mots chargés d'une fausse nostalgie. Tu nous as manqué. Nous n'aurions jamais dû nous éloigner. La famille, c'est tout, après tout. Mes enfants restèrent silencieux, impassibles. Martine et Michel étaient polis, mais leurs yeux portaient l'acier tranquille de ceux qui connaissaient la vérité. Je laissais mes parents parler. Je les laissais tisser leurs mensonges dans l'air comme des toiles d'araignée. Et puis, quand les assiettes furent débarrassées et que le silence se fut épaissi, je fis glisser un dossier en velours sur la table. Ceci, dis-je doucement, est mon cadeau. Leurs yeux brillèrent, prêts pour la richesse, pour l'héritage, pour l'ouverture d'une porte qu'ils croyaient verrouillée. Les mains de mon père tremblaient en l'attrapant. Ma mère se pencha en avant, ses lèvres s'entr'ouvrant déjà d'anticipation. Et à ce moment-là, je le sentis, le silence avant les battements de sabots, la pause avant que le tonnerre ne fende le ciel. Ils pensaient être sur le point de crier victoire. Ils n'avaient aucune idée que le sol allait s'effondrer sous leurs pieds. Mon père ouvrit le dossier avec des mains avides, ma mère regardant par-dessus son épaule comme un vautour prêt à fondre sur une charogne. Leurs sourires se figèrent presque instantanément. Les papiers à l'intérieur n'étaient pas des titres de propriété à leur nom, ni des chèques avec assez de zéros pour les faire pâmer. C'étaient des documents de transfert, exécutoires et définitifs. À Martine et Michel Fournier, lut mon père à voix haute, la voix chancelante. Les pleins droits sur le haras, les chevaux, la marque. Ses yeux se tournèrent vers les miens, désespérés. Ça. C'est tout. Tu leur donnes tout? Le visage de ma mère se crispa, un masque se fissurant. Élise, ne sois pas absurde. Ce sont tes beaux-parents. Nous sommes ton sang. Tu ne peux pas être sérieuse. Je me penchai en arrière dans ma chaise, aussi calme que l'orage avant la pluie. Tu as raison. Ils ne sont pas mon sang. Ils sont ma famille. Quand Louis est mort, vous m'avez dit de donner un de mes enfants parce que le fardeau était trop lourd pour vous. Martine et Michel m'ont porté quand je ne pouvais pas tenir debout. Ils ont nourri mes bébés quand je ne pouvais pas garder les yeux ouverts. Ils ont travaillé à mes côtés jusqu'à ce que cet endroit devienne ce qu'il est aujourd'hui. Alors oui, tout leur revient. Le silence qui suivit n'était pas immobile. Il vibrait. La faim de mes parents, leur incrédulité, la piqûre aiguë d'un droit qu'on leur refusait. Les mains de ma mère tremblaient sur la nappe. Tu nous raillerais de ta vie après tout ce que nous avons fait pour toi? J'ai failli rire. Tout ce que vous avez fait? Vous m'avez fermé la porte au nez. Vous m'avez forcé à partir avec des jumeaux et un deuil, sans rien d'autre que la honte attachée à mon dos.
Ne réécrivez pas l'histoire maintenant. Ça ne vous sauvera pas, Martine tendit la main, la sienne recouvrant la mienne. Michel se redressa, la fierté dans ses yeux. Mes enfants regardaient, les yeux grands ouverts, mais féroces, comprenant quelque chose sur la loyauté qu'ils n'oublieraient jamais. Mon père referma le dossier d'un coup sec, les jointures blanches. Tu le regretteras, siffla-t-il. Mais sa voix était faible, menue, car la vérité était indéniable. Ils n'avaient pas été exclus. Ils étaient partis il y a des années, et j'avais simplement verrouillé la porte derrière eux. Le cadeau n'était pas seulement pour Martine et Michel. Il était aussi pour mes parents, le goût âpre et inoubliable de ce qu'ils avaient jeté. Je me levai, solide comme la pierre. Le dîner est terminé. Vous connaissez la sortie. Et alors qu'ils se levaient, pas les secouer, je sentis le feu en moi s'apaiser non pas sauvage, mais maîtrisé, comme une forge qui m'avait trempé comme de l'acier. Ils partirent en silence, mais le silence a un son. Le crissement du gravier sous les pneus, le claquement d'une portière plus fort que nécessaire, le crissement des pneus alors qu'ils s'éloignaient à toute vitesse sur la route du Haras, disparaissant dans la nuit à laquelle ils m'avaient autrefois condamné. La main de Martine s'attarda sur mon épaule. « Est-ce que ça va, Élise ?» Je la regardais, la femme qui avait bercé mes enfants quand mon corps me lâchait, la femme qui s'était tenue à mes côtés à chaque aube quand le chagrin était trop lourd à porter seul. Ma gorge se serra, mais ma voix sortit, ferme. Pour la première fois, oui. Les jumeaux s'approchèrent de moi. Juliette, à mes côtés, murmura « Il ne nous mérite pas », Léo glissa sa main dans la mienne, silencieux mais sûr. Les enfants ne devraient pas avoir à comprendre la trahison, mais les miens la comprenaient. Et c'était peut-être là leur force. Dans les jours qui suivirent, les rumeurs circulèrent. Mes parents racontèrent à qui voulait l'entendre que j'avais été manipulé, que j'étais devenu cruel, ingrate. Mais les gens savaient mieux. La ville avait vu qui élevait mes enfants. Ils avaient vu qui travaillait cette terre, qui se tenait dans les granges pendant les tempêtes d'hiver. La vérité était écrite dans la sueur et la terre, pas dans les ragots. Je me suis investi plus que jamais dans le Haras, expansion sur les marchés internationaux, un programme d'entraînement pour jeunes cavaliers, une bourse au nom de Louis pour les enfants qui avaient perdu leurs parents mais qui portaient encore des rêves fous et impossibles. Chaque action était une brique dans le monument de la survie. Je construisais, non pas pour la reconnaissance, mais pour la permanence. Et dans les moments de calme, je me promenais dans les champs avec Martine et Michel. Ils protestaient, disant que je n'avais pas à tout leur donner, que mon nom devait rester en haut de l'affiche. Mais je me contentais de sourire. Vous m'avez rendu ma vie quand il ne me restait plus rien. Ce Haras n'est pas seulement le mien. Il est à nous, et il le sera toujours. Sous la vaste étendue d'étoiles, les chevaux broutant au loin, je l'ai enfin ressenti. Pas la vengeance, pas le triomphe, mais la paix. Pourtant, je savais qu'un dernier acte restait à accomplir, celui qui graverait la vérité dans la pierre pour toujours. Ainsi, même si mes parents essayaient de déformer le passé, le monde saurait déjà. Et quand ce moment viendrait, je serais prête. Le moment arriva un soir d'été, sous un ciel meurtri par le coucher du soleil. La presse locale s'était rassemblée pour l'inauguration du nouveau centre équestre, notre héritage sculpté par des années de sueur et de sacrifice. Les appareils photo crépitaient, les journalistes griffonnaient, l'air était chargé d'anticipation. Mes parents se sont montrés. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Habillés comme s'ils se rendaient à leur propre couronnement, ma mère en perles, mon père dans un costume trop impeccable pour la poussière du Haras. Ils traînaient en marge de la foule, leur sourire fragile mais avide. Je suis monté sur la scène, les jumeaux à mes côtés, Martine et Michel juste derrière nous. Ma voix porta, ferme, inébranlable. Aujourd'hui, il n'est pas question d'argent. Il n'est pas question de succès. Il est question de famille, celle qui est présente quand le monde s'écroule. Quand mon mari est mort et que je me suis retrouvé avec 2 nourrissons et aucune feuille de route, mes parents ont refusé de m'aider. Ils m'ont repoussé. Mais Martine et Michel Fournier, eux, ont ouvert leurs portes, leurs bras, leur vie. Ils m'ont donné un foyer, et ensemble, nous avons construit quelque chose de plus grand que la survie. Nous avons construit ceci. La foule s'agita, des murmures s'élevèrent, les regards se tournant vers les 2 silhouettes à l'arrière, mes parents se recroquevillant sous le poids de la vérité exposée au grand jour. Je me suis alors retourné, soulevant la plaque drapée de velours. Les mots brillèrent lorsque le tissu tomba, le centre équestre de Val fleurit. Dédié à Martine et Michel Fournier pour leur amour,
leur loyauté et leur foi inébranlables. Les applaudissements éclatèrent comme le tonnerre. Martine pleurait silencieusement. Michel inclina la tête. Mes jumeaux rayonnaient, fiers d'une manière qui gravait une nouvelle définition de l'héritage dans leur cœur. Et mes parents, leurs visages décomposaient le choc, la fureur, l'humiliation se mêlant. Ils étaient venus en attendant la reconnaissance, peut-être même une part. Ce qu'ils reçurent fut l'exil, final et absolu, livré non avec cruauté, mais avec la vérité. Je suis descendu de la scène, j'ai embrassé la joue de Martine et j'ai murmuré, « C'est à toi. » Ça l'a toujours été. Cette nuit-là, sous un ciel parsemé d'étoiles, je me suis assise sur le porche pendant que les chevaux bougeaient dans les champs. Les jumeaux étaient appuyés contre moi, Martine et Michel non loin, leur rire se mêlant à l'air. Ce n'était pas la vengeance qui m'emplissait. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant, mais étrangement plus léger, la justice écrite non dans le sang, mais dans l'amour choisi et honoré. Pour une fois, je n'ai pas du tout pensé à mes parents. Parce que cette histoire ne parlait pas d'eux. Elle parlait de nous.